J'ai toujours détesté ce genre de choses. La France n'est pas en faillite parce que la France est un pays sûr, c'est un grand pays, c'est un pays qui est très ouvert par ailleurs. Et donc c'est un pays dont la dette se place bien parce qu'elle trouve des gens pour la financer. Il y a des gens qui acceptent de nous prêter d'argent. Oui, donc il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette. En revanche, ce qui est exact, c'est que nous avons une situation de finances publiques qui est très préoccupante et que c'est un problème de crédibilité pour nous, de crédibilité notamment au sein de la zone euro, et que nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Pourquoi est-elle préoccupante? Parce que en 2023, donc sur l'exécution de l'année dernière, le déficit a été plus élevé, peut-être beaucoup plus élevé, nous allons connaître le chiffre la semaine prochaine, que ce qui avait été voté. Je ne peux pas aujourd'hui dire quel est ce chiffre par définition. Ouais. Sur 2024, à partir du moment où le déficit 2023 est plus élevé, vous avez une marche d'escalier qui est plus haute ou plus basse, comme vous voulez, à franchir. Et il va donc falloir réduire davantage le déficit que ce qui était prévu. Et puis ensuite, vous avez une trajectoire jusqu'en 2027 qui doit nous amener en dessous de 3% du PIB. Je rappelle que nous sommes à quelques 5% du PIB. On verra un peu plus peut-être la semaine prochaine. Il faut descendre à 3% en 3 ans. Donc il y a des efforts à faire pour réduire notre déficit et surtout réduire notre dette publique. La dette publique, c'est 3 200 milliards d'euros. Oui, on va y revenir notamment sur les solutions. Mais juste une question, ce n'est pas la première fois que le déficit est plus haut que prévu. À qui la faute? Bruno Le Maire, il dit c'est la situation internationale. Quand on regarde les chiffres depuis 1975, on est en déficit. Est-ce que c'est toujours la faute des autres? Non. Il y a en France une préférence collective pour la dépense qui est assumée politiquement. C'est au fond, nous sommes un système, un pays qui a un modèle social très étendu et que nous finançons et qui coûte cher. Et personne n'a le courage de s'attaquer à ce modèle social? Mais en soi, ce n'est pas critiquable. Nous avons choisi, effectivement, qu'il y ait des écoles. Nous avons choisi d'avoir un reste à charge sur nos médicaments qui est plus faible qu'ailleurs. Nous avons choisi d'avoir un bon système de retraite. C'est notre préférence politique. Et elle est partagée, en effet, depuis 50 ans. Alors, après, il y a deux questions qui sont posées. Un, est-ce que ça correspond à une qualité de service public suffisante? Et là, nos concitoyens répondent plutôt non. Et deux, est-ce que c'est bien géré? Et là, malgré tout, il y a des moments où le déficit est quand même un peu plus bas et d'autres où il est plus haut. Et là, nous sommes dans un moment, l'année 2023 est une mauvaise année en exécution qui nous place dans une situation difficile. Et donc, il faut la traiter parce que, j'y reviens quand même, parce que c'est ça la vraie question, c'est la dette publique. Une dette, ça se rembourse. Et quand vous avez ce qu'on appelle une charge de la dette, c'est-à-dire annuellement... C'est les intérêts que l'on paye. Les intérêts qu'on paye, ils sont tout de même aujourd'hui de 57 milliards d'euros. C'est plus que le budget de la défense. C'était le tiers il y a 3 ans. Il devrait être de 87 milliards d'euros dans 3 ans. Ça signifie que quand vous êtes très endetté, vous n'avez plus de capacité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on rembourse les intérêts, mais on ne rembourse pas la dette en tant que telle. C'est heureusement, pour que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent bien. Tout le monde fait comme ça. On émet de la dette, quelques 270 milliards d'euros. On a une charge de la dette qui est de 57 milliards d'euros. Très bien. Mais avec ces chiffres-là, qu'est-ce que ça signifie? Quand le premier de l'an, je prends cette image, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est comme ça. Si vous avez 57 milliards d'euros à rembourser, donc plus que le budget de défense, demain 87, plus que le budget de l'éducation nationale, comment voulez-vous financer par ailleurs la transition écologique, l'innovation, la recherche, la transition numérique, l'effort de défense pour être capable d'être aux côtés de nos amis ukrainiens et nous défendre nous-mêmes? Donc, vous n'avez plus de capacité d'investissement. Et si on veut retrouver des marges de manœuvre pour investir, pour le bien des Français, pour l'avenir des générations futures, alors il faut se désendetter. Et pour se désendetter, il faut réduire le déficit. Vous voyez le raisonnement? Pierre Moscovici, vous évoquez ces chiffres, 57 milliards de dettes qu'on rembourse aujourd'hui, 87 milliards un peu plus de 80 milliards, beaucoup plus que 80 milliards en 2027. Vous préconisez 50 milliards d'économies. Je me mets dans la peau de n'importe quelle personne qui nous écoute, qui se dit, mais attendez, si je dois de l'argent à quelqu'un, que je vais le voir chaque année en disant, mais reprête-moi de l'argent, et puis qu'on va le revoir en disant, reprête-moi de l'argent, tu verras, je ferai des économies qui me permettront de rembourser au moins les intérêts. C'est pas tout à fait comme ça. Vous me diriez, c'est pas sérieux. Non, je ne poserai pas les choses comme ça. D'abord, je ne préconise rien. Je constate. Ouais. Qu'est-ce que je constate? Je constate que la France est un pays qui a des règles à observer. Pourquoi? Parce qu'il est dans la zone euro et pour son propre bien. Et que ces règles, elles ont été fixées par une trajectoire de finances publiques, une loi de programmation de finances publiques qui dit nous serons à 3% et moins en 2027. Pour l'instant, si on fait la trajectoire, on n'y est pas. Voilà. Donc il faut se remettre sur cette trajectoire. Pour être sur cette trajectoire, par rapport à la situation où nous sommes aujourd'hui, il faut faire 50 milliards d'économies. Autrement dit, il faut surtout ralentir la croissance de la dépense publique. Ouais. Et je sais que le chiffre peut paraître énorme, mais comparez-le à quoi? Aux 800 milliards d'euros de dette de plus que nous avons fait depuis 2019. Et pour le traduire en termes politiques, je vais vous dire, nous sommes dans une nouvelle donne. C'est un moment où il faut dire aux Français
que la donne de finances publiques change. Nous avons eu le quoi qu'il en coûte après le Covid. Il fallait le faire ? Il fallait absolument le faire. Nous avons eu le bouclier énergétique face à la crise ukrainienne. Il fallait le faire ? C'était peut-être moins vital et surtout ça a coûté très cher. Moins vital, c'est-à-dire on aurait pu s'en passer ou on aurait pu mieux faire. La Cour des comptes a aussi fait un rapport sur ce sujet la semaine dernière. C'est ce que vous dites. Oui, assez clairement. Mais je ne suis pas sur le passé. Je dis simplement que pendant des années, on a dit, au fond, nous avons des chocs et nous les compensons ou nous les amortissons par la dépense publique. Maintenant, je dis qu'il faut que les Français sachent la vérité, que nous n'avons plus les moyens de le faire et donc on revient à une trajectoire réaliste, crédible, que nous arrêtons de dégrader notre crédibilité dans l'Union européenne et donc que nous faisons les économies nécessaires. Et le chiffre de 50 milliards, il est spectaculaire, mais j'ai jamais dit qu'il fallait faire 50 milliards à la rentrée. J'ai pas dit qu'il fallait faire ça d'ici à 2027. Donc étaler, et pour ça, il faut un certain nombre de décisions. Elles doivent être prises maintenant, elles doivent être prises fermement. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Je comprends donc que le problème est davantage du côté des dépenses que des recettes. On va parler des deux. J'ai une dernière question, juste sur le constat. On dépense beaucoup. Nos voisins qui étaient à des niveaux d'endettement équivalents ou qui ont fait les mêmes choix que nous pour protéger leurs concitoyens arrivent à sortir beaucoup plus vite de cette dette. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous? Est-ce qu'ils ont plus de courage politique que nous? Est-ce qu'ils ont plus de lucidité, nos voisins? Je pense notamment à l'Italie, par exemple. L'Italie a quand même une dette publique plus élevée que nous, à 140%. Qu'elle arrive à réduire plus rapidement. Alors, tous les pays de la zone euro en ce moment ont réduit leur dette, sauf la France. Et ça, c'est un constat que je fais depuis plusieurs années. Et je vous dis que ça... Alors, c'est un problème, encore une fois, de choix collectif. Vous savez... C'est un problème politique. C'est un problème de courage politique. Vous ne voulez pas le dire. J'ai fait de la politique dans ma vie. Oui. J'étais, par exemple, ministre des Affaires européennes au début du siècle. En 2001, le jour où nous entrons dans l'euro, oui. C'était il y a 23 ans, en 2001, la dette publique de l'Allemagne est de 58,9 points du PIB. Oui. La dette publique de la France est de 58,9 points du PIB. Nous sommes 23 ans après, la dette publique française est à 110%, la dette publique allemande est toujours à 60%. Et donc, nous n'avons pas fait les mêmes choix. C'est-à-dire que nous avons, nous, une culture qui est une culture de la dépense, alors que d'autres ont une culture de la stabilité financière. Je ne préconise pas de renoncer à notre modèle social. Les Français y sont attachés. Je préconise simplement de nous remettre sur une trajectoire plus crédible et de dire aux Français pourquoi il faut le faire. Il faut le faire parce que nous sommes trop endettés, alors que nous avons beaucoup d'investissements. Nous avons une montagne de dettes et un mur d'investissement. Et si nous voulons faire monter le mur d'investissement, il faut faire descendre la montagne de dettes. Et il faut dire ensuite comment le faire. Et il faut aussi dire la vérité sur la situation économique telle qu'elle est. Donc le moment est venu de dire la vérité des prix sur nos finances publiques et sur notre économie et sur les moyens de mettre en conformité l'une avec l'autre. Alors Pierre Moscovici, disons la vérité à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Où est-ce qu'il faut couper aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous coûte cher? Vous allez me dire, Cour des comptes ne fait pas de préconisation. Très bien. Non, ça nous arrive. Mais qu'est-ce qui nous coûte cher? Je vais dire les choses tout à fait différemment, si vous permettez. Pour réduire un déficit, il y a trois moyens. Il n'y en a pas qu'un. Il y a la croissance d'abord. Oui. Et ça, il ne faut pas l'atténuer. La croissance est fondamentale pour notre économie, pour notre compétitivité, notre productivité. Que je comprends bien, vous dites qu'il ne faut pas prendre de mesures qui seraient pires que le mal. Non, je ne dis pas ça. Je dis que oui, absolument. Il ne faut pas faire de mesures dépressives. C'est-à-dire que la croissance permet de générer plus de recettes. Et quand vous avez plus de recettes, votre déficit diminue. La deuxième façon, c'est les impôts, la fiscalité. Je pense depuis longtemps que nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre en la matière parce que nous avons déjà le taux de prélèvement obligatoire aussi le plus élevé de l'Union européenne à 45%. Mais néanmoins, pas les impôts ? Le débat fiscal n'est pas un débat tabou. Et ça, je crois que dans un pays démocratique, ça a toujours été comme ça. On peut se demander si on augmente les impôts, si on les baisse, si on augmente les impôts des entreprises ou ceux des ménages, ceux des plus fortunés ou ceux de tout le monde. C'est la droite, c'est la gauche. Pour l'instant, Emmanuel Macron dit c'est tabou. Vous dites non, ça ne doit pas être tabou dans une démocratie. Je dis que le débat fiscal n'est pas tabou, même si, à titre personnel, je pense que comme disait Finance dit, ras-le-bol fiscal, nous ne pouvons pas aller très loin en la matière. De mémoire. Non, justement. Enfin, oui, nous l'avons augmenté pour faire le CICE à l'époque, mais on a surtout fait trop de fiscalité en 2013. Pourquoi? Parce qu'on avait trop de déficit. Et quand vous avez trop de déficit, vous pouvez répondre aussi par la fiscalité. Quand vous le faites, c'est un choc fiscal et c'est très mauvais pour l'activité. Donc je ne préconise pas de choc fiscal, mais je dis que ce n'est pas tabou. Je vais prendre un exemple. Il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, vous savez, qui a proposé une contribution exceptionnelle. Non, pas un ISFR, une contribution exceptionnelle et temporaire sur les grandes fortunes pour financer la transition écologique. Ouais. Ça, c'est un sujet du débat. Et je pense qu'on ne peut pas dire circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, la troisième manière, donc, il y a la croissance qu'il faut préserver, mais qui ne sera pas
non plus extraordinaire dans les années qui viennent. Il y a les impôts, mais nous avons des marges de manœuvre faibles. Cela dit, je dis aussi au passage que nous n'avons plus les moyens de faire des baisses d'impôts non financées. Les 2 milliards, ce ne sera pas possible pour les classes moyennes. Je comprends tout à fait cet engagement. Je dis juste une chose, là je parle financièrement, c'est que si on fait 2 milliards d'euros de baisse d'impôts, il faut trouver 2 milliards d'euros d'économies ailleurs, compensées, ou une autre fiscalité. Enfin, la troisième ressource, et c'est la principale en effet, c'est de faire une maîtrise de la dépense publique, c'est-à-dire de limiter la croissance de nos dépenses. Et là encore, je vais passer un message assez simple si vous permettez. Il y a des efforts à faire, je crois qu'ils sont faisables sans casser la croissance, à condition d'être intelligent, c'est-à-dire d'aller chercher les dépenses qui ne sont pas efficaces. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que tout le monde contribue. L'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Tout le monde, ou plutôt les dépenses sociales. N'oublions pas quand même que dans notre pays, les collectivités locales, c'est 18% des dépenses publiques et que les prélèvements sociaux, c'est 43%.